Aujourd'hui, on plonge dans l'envers du décor de nos objets du quotidien et de nos infrastructures. Pour explorer un concept vraiment fondamental. En fait, comment les concepteurs définissent exactement l'utilité d'une création avant même de tracer le moindre plan. C'est ça notre mission, comprendre comment on passe d'un vague besoin humain à un cahier des charges hyper rigoureux. Et c'est une étape cruciale, hein. C'est souvent ce petit travail invisible qui fait la différence entre un objet qui marche parfaitement et un raté complet. Ok, décortiquons ça. Parce que la méthode pour définir ce besoin a un nom très inattendu en ingénierie. La fameuse bêta-corne. Bah oui, on imagine mal des gens très sérieux utiliser un terme pareil en pleine réunion de chantier. C'est vrai que le décalage est drôle, mais en fait, ce nom vient tout simplement de la forme du schéma sur le papier. Une bulle centrale pour le produit, avec deux bulles au-dessus reliées par des traits. Exactement comme les cornes d'un taureau. Et une ligne qui descend vers une dernière bulle en bas, comme un museau. C'est hyper graphique, mais ça pose surtout 3 questions de base. À qui ça rend service? Sur quoi ça agit? Et dans quel but? Si on prend l'exemple de nos sources, on a le pommeau de douche. Franchement, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un schéma pour savoir à quoi sert une douche? C'est la réaction typique. On se dit que c'est évident, mais si on formalise pas rigoureusement, on peut vite se planter. Ah, du genre, si l'ingénieur dit juste que le but c'est de projeter de l'eau? Voilà, il pourrait tout aussi bien nous sortir un tuyau d'arrosage ou un nettoyeur haute pression. C'est pas terrible pour se laver le matin. Non, pas vraiment. Donc, la bête à cornes précise les choses. Ça rend service à l'utilisateur, ça agit sur l'eau, et le tout dans le but de se laver confortablement. Ce qui contraint tout de suite le design. Le jet doit être agréable et la température maîtrisable. C'est un vrai garde-fou contre les hors-sujets. Et ça marche aussi à très grande échelle. Comme le stade, Là, on n'est plus du tout sur un petit équipement de salle de bain. mais le principe analytique reste rigoureusement le même. À qui ça rend service? Aux sportifs et au public. Sur quoi ça agit? Le bien-être et la pratique. Dans quel but? Permettre l'exercice et le spectacle. Si on oublie ce noyau central, on finit avec des stades magnifiques mais avec une acoustique désastreuse ou des vestiaires impraticables. Ce qui nous amène à la suite logique. Une fois que le besoin est identifié par le schéma, il faut le traduire pour les équipes techniques via ce qu'on appelle la fonction de service. Ce qui est fascinant ici, c'est la règle grammaticale très stricte. Ah oui, ça doit toujours s'exprimer avec un verbe à l'infinitif. C'est obligatoire. Toute fonction de service s'exprime par un verbe à l'infinitif suivi de ses compléments, sans aucune exception. C'est fou de forcer des ingénieurs civils à devenir des puristes de la grammaire. Parce que l'infinitif exprime l'action pure, sans ambiguïté ni temporalité. Ça empêche vraiment la dérive des fonctionnalités. C'est vrai qu'un adjectif vague laisserait la porte ouverte à trop d'interprétations coûteuses. Exactement. Le verbe verroue l'objectif comme un contrat inviolable. Un hôpital, par exemple, sa fonction principale, c'est pas d'être un bâtiment sécurisé, mais bien accueillir les malades pour fournir des soins. Et ce verbe « accueillir » dicte toute l'architecture. Ça impose des halls vastes et des rampes d'accès fluides. Même chose pour un pont. Son verbe, c'est juste permettre de traverser un fleuve. Qu'il soit en bois ou suspendu, l'important c'est qu'il accomplisse cette action précise en toute sécurité. Même la nature en ville n'y échappe pas. Les sources prennent l'exemple du jardin des Tuileries. On dirait juste un espace vide, mais sa fonction, c'est offrir un espace de nature. Le verbe « offrir » implique une intentionnalité très claire avec des aménagements pensés pour le public. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? Ça montre que notre environnement bâti est hyper intentionnel. Rien n'est là par hasard. Tout est passé par un diagramme à cornes et est coulé dans le béton d'un verbe à l'infinitif. Nos besoins évoluent constamment dans le temps, notamment avec la croissance démographique. Ou les bouleversements climatiques qui nous forcent à repenser notre habitat. Donc, si nos besoins changent, comment les verbes à l'infinitif des villes de demain vont-ils se transformer? Est-ce qu'on aura de nouveaux verbes centrés sur la résilience, la réparation ou la préservation, au lieu de la simple utilisation? C'est la grande question à se poser en regardant nos villes évoluer.